Bonsoir tout le monde, bienvenue dans les confins de l'Internet en terre des exilés. Je suis Michael Lauzon, votre animateur pour ce soir pour ce podcast sur le dossier de l'indépendance de la Catalogne. Je vous présente mes deux collaborateurs. Donc, à ma gauche, Félix Brassard. Bonjour tout le monde. Ça va bien, mon Félix? Ça va très bien, Mick. Et toi, comment ça va? Ben moi ça va. Moi je suis un peu réchauffé par l'histoire de la Catalogne, mais je pense qu'on va bien s'en sortir malgré tout avec la discussion qu'on va avoir. Tout le monde est réchauffé là-dessus. Juste les fédéralistes qui font semblant de rien voir et qui se passe rien et qui font des autistes dans leur coin, mais sinon tout le monde est réchauffé. Tout le monde a envie de commenter la question. Donc à ma droite aussi, j'ai Samuel Vanas. Comment ça va, Samuel? Ça va comme un lundi, frais en matinée, soleil en après-midi. Donc, Jean Dujardin, alias Samuel Vanas. Bonsoir, mesdames. Est prête, J'aime sortir ma voix radiophonique. est prête à attaquer la situation de la Catalogne telle une courtisane. Donc, Félix Brassard. Ça Félix. s'en va où cette histoire-là? Bon, oui, donc merci. Je me permets de prendre la parole comme ça en début d'émission parce que bon, on va parler de ce qui s'est passé récemment en Catalogne, tout le mouvement indépendantiste là-bas. On s'entend qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais moi, même si un peu tout le monde en a entendu parler, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de faire un petit rappel de qu'est-ce qui est arrivé les dernières années pour le mouvement indépendantiste pour comprendre comment on en est arrivé là. Donc, le mouvement indépendantiste catalan, il faut savoir que pendant très longtemps, ça a été confiné à une certaine marginalité, on pourrait dire. Mais à partir de 2012, la question de l'indépendance catalane est revenue en force parce que cette année-là, il y a eu en fait il y avait un accord fiscal qui avait été passé avec le gouvernement socialiste espagnol de Zapatero pour permettre à la Catalogne d'avoir davantage de revenus fiscaux, de payer moins de taxes, tout ça. Il y avait un accord qui avait été passé, mais avec l'arrivée au pouvoir de Mariano Rajoy à la fin 2011, Mariano Rajoy qui est l'actuel président espagnol puis qui dirige le Parti populaire, qui est un peu le parti de la droite. Ah ouais, je pensais que c'était socialiste. Non, c'est la droite, le Parti populaire. Le Parti socialiste, c'est l'opposition officielle en ce moment. Et puis donc, lui a en fait fait casser cet accord-là avec l'aide de la Cour suprême espagnole, ce qui a créé donc beaucoup de mécontentement, bien entendu, puis ce qui a permis au discours indépendantiste catalan de se radicaliser. En 2015, il y a eu une victoire des indépendantistes aux élections régionales. Ils sont devenus majoritaires en termes de sièges au Parlement catalan, à la Generalitat, comme ils l'appellent. Et ça a pavé la voie au référendum qu'on a eu le 1er octobre dernier, un référendum qui a été perturbé par la police espagnole parce que le gouvernement l'avait fait déclarer illégal et avait même menacé de poursuivre les auteurs du référendum pour le crime de sécession. Donc ce référendum-là, bien que perturbé, a quand même été maintenu par les indépendantistes. Il s'est achevé sur une victoire écrasante du oui à 90%, mais avec un taux de participation de seulement 43%, parce que le camp du non, si on veut, avait boycotté les élections. Donc voilà. Mais les indépendantistes, dont l'actuel président catalan, ou en tout cas, on ne sait pas trop s'il est encore actuel, mais bref, on en parlera tout à l'heure, mais Carles Puigdemont, qui était le chef de file des indépendantistes, lui, a pris ce résultat-là comme une grande victoire. Et le 27 octobre dernier, il y a eu la déclaration d'indépendance unilatérale de la Catalogne, ce qui a été immédiatement suivi d'une mise sous tutelle de la région par Madrid. Mise sous tutelle, c'est-à-dire que le Parlement a été dissous. Et des élections anticipées ont été convoquées pour le 21 décembre. Et d'ici là, c'est l'autorité de Madrid qui contrôle la Catalogne. Exact. Devant ça, Carles Puigdemont, lui, est présentement en Belgique. Certains membres de son gouvernement ont été arrêtés. Ça bouge beaucoup en ce moment. Donc, l'histoire n'est pas finie, mais pour le résumer, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut comprendre que Madrid peut suspendre l'autonomie de ses provinces. Généralement, elles ont leur autonomie, mais bon, il n'y a pas une mise sur tutelle du gouvernement, il n'y a pas une solution. C'est l'article 155 de la Constitution. Il y a une suspension. Ce qui n'est pas la même chose, mais bon, pour avoir les termes exacts, c'est important. C'est tout ce que j'avais à ajouter par rapport à ça. D'accord, donc la Catalogne, après ce résumé des dernières péripéties qu'il y a eu dans les dernières années, au regard de l'histoire,
la Catalogne, parce que là, quand on pense... L'histoire catalane est très intéressante à plus d'un titre. Je veux dire, les relations entre la Catalogne et le reste de l'Espagne, on pourrait sûrement en parler pendant longtemps. Je suis pas un expert, mais ce que je peux dire tout de suite, c'est que notamment, on se rappelle que quand il y a eu la guerre civile espagnole, qui est quand même un événement traumatique, une guerre civile, c'est toujours quelque chose de très important dans l'histoire d'un pays. Quand il y a eu la guerre civile, qui a opposé, bien entendu, les républicains espagnols aux franquistes, le bastion de résistance, celui qui a duré le plus longtemps face aux troupes de Franco, puis qui a été finalement le dernier rempart républicain à céder, ça a été Barcelone, ça a été la Catalogne. Oui, c'était le cœur même. Oui, il y avait d'autres. Il y avait l'Andalousie aussi où c'était très fort, mais la Catalogne, oui, particulièrement. Et puis ça a été une défaite très tragique pour les habitants catalans parce que bon, d'une part, il y a eu énormément de violence et de répression. Barcelone a été bombardée. Puis par la suite, ça s'est traduit par une volonté de la part du régime franquiste d'éradiquer l'identité catalane complètement. Donc on a interdit l'enseignement de la langue et puis bon, il y a eu bien des brimades là-dessus. Donc du point de vue de l'histoire, c'est assez intéressant pour ça de voir que finalement il y a une certaine rage vis-à-vis de Madrid qui s'est peut-être pas totalement éteinte aujourd'hui, même 80 ans plus tard. Mais il faut dire aussi que le régime franquiste, il a quand même duré très longtemps. Je veux dire, de tous les régimes européens qu'on a associés à l'extrême droite, c'est celui qui a duré le plus longtemps. Franco a régné jusque dans les années 70, a régné jusqu'à sa mort. On est dans quelque chose de très différent de Mussolini qui meurt pendu par les pieds en avril 45 ou de Hitler qui se suicide dans son bunker. Là, on n'est pas là du tout. On est face à quelqu'un qui garde le pouvoir, qui s'y accroche jusque dans ses derniers instants. Et c'est seulement une fois qu'il expire que finalement le franquiste tombe et qu'on a un régime démocratique qui s'installe. Mais juste pour finir aussi, c'est très intéressant de noter que Mariano Rajoy est donc, comme je disais tantôt, il est président, il est issu du Parti populaire, mais à la base, le Parti populaire a été fondé par des anciens franquistes. Ça aussi, c'est très intéressant à savoir. Donc, si je peux me permettre de citer Robin Philpott dans ses écrits, l'histoire bégaye un peu. Donc, si je peux résumer aussi un peu par rapport à l'indépendance de la Catalogne, parce que le problème de la Catalogne, c'est son autonomie politique, voire son autonomie identitaire culturelle. Le franquisme a réprimé la Catalogne, l'a empêché d'exister en tant que nation ou si vous voulez société distincte. Mais dans le fond, c'est une espèce de centralisation de l'État. Une uniformisation de la culture espagnole castillan dans le fond qui voulait s'imposer face à oui, mais il faut comprendre l'Espagne est plurinationale au sens où il y a beaucoup de peuples qui habitent, que ce soit les Basques, les Galiciens, les Aragoniens, les Andalous, c'est toutes des régions qui ont leur particularité culturelle et justement en lien avec ça, comme tu l'as souligné, Franco a essayé de rattraper le retard jacobin sur son voisin français, a essayé de centraliser l'État et donner un État centralisateur beaucoup plus fort, alors que l'Espagne a une grande tradition de laisser aller des cultures, des coutumes locales de pouvoir, des liens féodaux, ce genre de choses-là. Et la Catalogne en fait partie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Catalogne est sûrement le seul peuple ibérique à ne pas avoir eu d'État propre à lui-même. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie soit de, pendant un certain temps, de la France de Charlemagne ou de la couronne d'Aragon. OK. Donc après ce petit regard historique-là, si on pouvait aussi rentrer dans le sujet de la réelle politique, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on a fait un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, un référendum plus ou moins légitime, plus ou moins légal, mais qui avait sa force morale. Légitime sans aucun doute, légal non. Donc le référendum n'était pas légal. Non, exactement. Mais il reste que la Catalogne n'a pas été l'indépendance de la Catalogne qui a été décrétée au gouvernement par le gouvernement catalan n'a pas été reconnue par aucun État dans le monde
en ce moment. Ben, je pense que c'est ça qui a fait dérailler un peu le processus, si je peux me permettre de t'interrompre, parce que moi j'ai l'impression que les Catalans probablement s'attendaient à avoir du support à l'international, mais ce support-là est jamais venu. Après, on peut comprendre assez rapidement pourquoi les États, surtout d'autres États européens, ont pas donné leur accord, parce que t'as beaucoup d'États en ce moment qui sont aux prises avec des problèmes un peu similaires. Je veux dire, c'est pas pour rien que Emmanuel Macron, la première chose qu'il a faite le soir du référendum, il s'est grouillé de dire, ben moi je suis derrière Mariano Rajoy et c'est lui que je reconnais comme mon interlocuteur légitime et je reconnais une seule Espagne. Je veux dire, c'est parce que il sait très bien que les indépendantistes en ce moment sont au pouvoir en Corse et que sûrement que les Corses regardaient avec attention ce qui se passait, Mais oui, ce qui se passait en Catalogne, évidemment. Là. L'Europe est traversée de régionalisme. Ouais, on a eu le cas de l'Écosse, il y a 2 ans, même chose, qui ont aussi eu un référendum, puis. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ces peuplades-là souhaitent avoir un État pour eux, mais ils se rendent pas compte qu'ils vont que rejoindre l'Union européenne. Ils s'attendaient à une Union européenne quoi, qui soit démocratique. J'ai le goût de leur dire qu'ils sont un peu naïfs, ils sont arrivés un peu tard. Non, ben moi, si je peux dire à titre personnel. Mais avant de m'interrompre. Vas-y. Dernier fait, je pense que aussi la géopolitique joue contre eux. Il y a pas de, on est quand même dans un monde unipolaire. Quoi qu'on en dise, on est encore dans le processus de la fin de l'histoire pour sortir mes mots savants, mes références théoriques. Mais c'est ça. Il y a pas de contrebalancier géopolitique. Il y a pas une grande idéologie qui a de s'opposer au libéralisme américain. Et donc, on est beaucoup moins soucieux de faire respecter nos droits ou nos idéaux dans ces temps-là. Je crois qu'un Mandela aujourd'hui n'aurait pas pu mettre fin à la ségrégation en Afrique du Sud. Moi, je nuancerais personnellement tes affirmations sur l'unipolarité du monde. On a quand même des belles choses qui se passent en Russie avec Vladimir Poutine. On a quand même la Chine qui effraie beaucoup l'aigle américain, mais bon. Mais c'est pas synthétique. Il y a personne qui a appuyé l'indépendance de la Catalogne. Là. La Russie, je le rappelle, dit l'indépendance de la Catalogne, cette histoire-là, c'est une affaire interne à l'État espagnol. Oui, d'accord, oui, mais je veux dire, après, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un d'intelligent, il choisit ses batailles, là, il peut pas toujours être systématiquement dans... Mais exactement, il peut pas être systématiquement, et c'est pourquoi c'est pas je pourrais dire ça, un pôle. C'est pas un deuxième pôle, Vladimir Poutine et le BRICS. Mais là, on s'éloigne un peu de la question. Oui, c'est sûr qu'on s'éloigne de la question. Moi, je voulais juste dire que, par rapport à ce que tu disais tantôt, moi, à titre personnel, c'est sûr que, en tant qu'indépendantiste, j'ai une certaine sympathie pour ce qui s'est passé en Catalogne. Il s'est passé des belles choses. C'est beau de voir, une population aussi motivée par le fait d'avoir son indépendance politique. Par moment, on a presque un sentiment de honte quand on constate notre apathie, nous, au Québec, là. Je veux dire, tu sortirais pas 2 millions de personnes dans la rue ici pour l'indépendance, c'est impossible. Mais c'est ça. Autant je peux avoir une certaine sympathie naturelle puis une certaine admiration devant l'ardeur du travail de ces gens-là, maudit que je trouve ça niaiseux de vouloir se séparer de l'Espagne pour rester dans l'Union européenne, quitter une monarchie pour entrer dans une espèce de fédération tentaculaire qui est très peu démocratique puis où leur poids va être complètement insignifiant. Puis en plus un truc qui s'effondre là, je veux dire. Il faut le souligner. C'est seulement la terreur qui tient l'Union européenne debout, là. Ah ben oui, certainement. C'est les institutions, c'est les leviers de pouvoir qui permettent, c'est aucune adhésion démocratique, on s'entend. Mais quoi que les gens ont peur de perdre leur pension. Faut quand même dire que l'Europe est un continent vieillissant. Ça peut jouer dans le sens de l'Europe. Encore les pensions, maudit. Encore les pensions. Toujours les pensions Qui va me donner mon chèque? Tabarouette. Voilà. Un petit bout de papier a tant de pouvoir. Reste que l'Union européenne, faut le rappeler à nos auditeurs, est d'inspiration de la Fédération canadienne. L'Union européenne s'est inspirée du modèle canadien. Ce qui est encore une preuve de ma théorie que le Canada est un laboratoire politique anglo-saxon, occidental. Le premier pays postmoderne, comme disait notre cher ami Paul Martin, ancien premier ministre. C'est tout de même une formule forte, ça. Là. Bref. Mais sinon, au-delà de la reconnaissance étatique par l'Union européenne et d'autres États dans le monde, l'effectivité de la souveraineté de la Catalogne n'est pas arrivée à point. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a instauré son propre régime de fonctionnaires, où il a dit aux fonctionnaires, vous fermez votre gueule et vous travaillez pour nous.
Et il a dit aussi au gouvernement catalan, dans le fond, on va vous arrêter, on va Ah ouais, ils vont on faire va- du camping en prison là, ce soir à Ouais, l'enregistrement. plusieurs de la- membres. Ouais, neuf au au moins, moment neuf où on se ministres. parle, ouais. on tout va à vous fait. poursuivre pour rébellion, vous avez pas Haute suivi trahison. la loi, haute Haute trahison. trahison, tout à Exactement. fait. Exactement. Puis un autre point aussi qui est intéressant à souligner, c'est le contrôle des frontières. Tu sais, la Catalogne Ben, qui veut rejoindre l'Union européenne c'est- devrait avoir comme premier motif le contrôle de ses frontières, donc avoir des autorités, des militaires, de la police qui soient capables de Ben, exactement. instaurer la loi catalane. Assurer les positions régaliennes de l'État. Les Catalans, c'est quand même assez drôle. Le Parti indépendantiste, tout ça, ils sont assez ingénus, là, comme l'article que nous a partagé Félix un peu plus tôt avant l'émission. Oui, il y a un très bel article qui est paru dans Le Devoir, un article dont le titre est Catalogne, les indépendantistes s'échangent des reproches. Mais Sam, oui, vas-y, continue. Non, mais C'est juste pour donner la référence au monde. C'est une belle leçon aux indépendantistes, c'est que la vraie politique, ça se fait pas au Parlement ou en bloquant des projets de loi, c'est vraiment en occupant la société civile, en occupant les fonctions de l'État, en ayant des réseaux, en s'incarnant. C'est pas par procuration au Parlement, en s'imaginant que là, on a levé la main pour un vote. T'sais que ça, on va faire un pays. Non, mais c'est une conception complètement bourgeoise et désincarnée. Non, oui, tout à Et fait. Puis... deuxième fait cocasse, qui est assez intéressant, c'est qu'au moins eux, je tenais à le souligner, j'aurais dû le faire plus tôt dans l'émission, mais leurs anarchistes, en tout cas, la majorité supporte le projet indépendantiste. Oui, ben écoute, Je m'attends à ce que la claque rencontre Jean-François Lisée. Félix. tu vas attendre longtemps, mon gars. Non, mais enfin bon. Oui, c'est ça. Ben justement, sur la question du référendum, on a souvent parlé ici dans les dernières années à propos du mouvement indépendantiste québécois, de l'espèce de fétichisme référendaire qu'il y a tout le temps. Pour parler comme Simon-Pierre Savard-Tremblay, on a changé la route vers l'indépendance, on l'a troqué pour un calendrier référendaire finalement. Je veux dire, c'est comme si le référendum était devenu l'indépendance en soi. Or là, ce qu'on voit là en ce moment, puis les Catalans sont tombés finalement dans le même piège que les indépendantistes québécois. Ils ont pensé que le référendum leur donnerait l'indépendance. Je veux dire, c'est pas parce qu'un référendum est gagnant que l'indépendance suit de fait. C'est absolument absurde. Et pourtant, comme on l'a dit tout à l'heure avec Mariano Rajoy, tout était clair et tout était annoncé. Je veux dire, Eux, ils ont été honnêtes. oui, il a quand même dit, il a dit, Ben, si vous faites votre référendum, de un, on va l'interdire, puis de deux, on va foutre en prison, puis on reconnaîtra jamais votre indépendance. Et qu'on fait les Catalans en retour, on va faire un référendum pareil. Non, mais tu parles d'une gang de caves, sérieusement là. Je veux dire, Mais il aurait fallu, on va faire un référendum pareil, puis en plus, ben on va contrôler la police, puis on va saisir l'armée, puis les Oui. bases militaires. espérons que ça peut faire réveiller certains gens ici, mais c'est très triste parce que la Catalogne, je pense, aurait eu les moyens de vraiment prendre le contrôle de la société civile. On s'entend que quand t'as les mairies de ton côté, que quand t'as la police, la police catalane, là, pas la police espagnole, bien entendu. Ben, une certaine résistance des institutions, Oui, quand les corps armés. Ben c'est ça, quand t'as quelque chose comme ça, en plus, avec des centaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues, voire des millions, il me semble que normalement, tu devrais avoir tous les ingrédients pour vraiment prendre le contrôle de la société, puis pourtant, ils l'ont pas fait. Puis là, on voit qu'en ce moment, ils sont dans une espèce de torpeur où ils se disent, d'un côté, on a les politiciens catalans qui essaient de calmer le jeu, qui disent non, ne vous révoltez pas, soyez pacifiques, tout ça. De l'autre côté, un peuple catalan que, bon, je suis pas là-bas, mais j'imagine qu'en ce moment, ils doivent être un peu désorientés. Non, une certaine effervescence, puis une certaine déception aussi. Ben, c'est un peu, si vous pouvez me permettre, c'est un peu le problème des mouvements sociaux de masse. Parce que les mouvements sociaux de masse ont un pouvoir et une direction très puissante. Ils sont capables d'aller, de porter un message, voire une idée, voire des actions, jusqu'à Un certain niveau. jusqu'à un certain niveau, mais si après ça s'organise pas en comité, ça s'organise pas au sein de l'État, ça s'organise pas en réseau, comme tu as dit tantôt Samuel, le mouvement de masse, ben, est juste voué à se dissoudre. Je peux vous appuyer,
Vous appelez Jean Dujardin aussi. Mais, On peut même l'appeler Chad. On a Ça plein de y est. surnoms pour Sam. je suis séduit. Mais les gars, vous avez amené une bonne question Ça a été tantôt. rapide. L'idée du principe d'autodétermination des peuples, est-ce que c'est une idée bonne en soi? Puis là, je contextualise ma question. Je vous demande, est-ce que, par exemple, si l'indépendance du Québec advient un jour peut-être, est-ce que les Autochtones, au même titre que la Catalogne et les autres volontés indépendantistes dans le monde, auraient le droit de faire l'indépendance? Est-ce que ça serait légitime de le faire juste au nom de l'autodétermination des peuples? Parce que c'est un droit qui est quand même reconnu au sein de l'instance de l'ONU. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est réutilisé aussi par l'argument Ouais, c'est dans indépendantiste l'esprit du québécois. temps. Ouais, c'est ça. Parce que quand les indépendantistes québécois regardent les autres questions indépendantistes dans le monde, sauf peut-être celle de la Crimée, parce que la Crimée, on sait que, je veux dire, c'est une affaire russe, donc c'est le mal. Mais les indépendantistes québécois, quand ils regardent les autres questions indépendantistes, ils se disent c'est bon en soi. Ben c'est le sentiment que j'ai souvent quand je regarde. Mais il y a un peu d'opportunisme là-dedans aussi quand même. C'est de se dire, s'il y a des luttes indépendantistes qui se mènent un peu partout ailleurs sur la planète et que ces luttes-là aboutissent, on peut les utiliser comme exemple pour aller voir vers la population et dire, mais pourquoi qu'on ne deviendrait pas un pays? Regardez les Catalans, ils l'ont fait, regardez Il y a les une Écossais, les émulation. Kurdes, tout ça. Oui, c'est... Mais il y a un danger à tout cela. C'est qu'on tombe dans le rêve par procuration puis qu'on n'ait pas une analyse pragmatique, Oui, une déjà... analyse définie de l'action à mener au niveau de l'indépendance. Déjà, c'est Sam, j'ai envie de retirer ce que j'ai dit. Effectivement, oui. J'ai employé le terme opportunisme, mais finalement, non, ça n'en est pas. Ça pourrait se comprendre comme tel, mais ça n'en est pas parce que le mouvement indépendantiste québécois n'a pas assez d'intelligence politique pour faire preuve d'opportunisme. Ouh. C'était une petite quenelle, là, quand même, hein. Ah, ouais, Une ouais. droite dans ta gueule. Ah oui, non, c'est pas pire. Mais, c'est, où c'est que je m'en allais avec ça, maudit? Ben, écoute, pour répondre à ta question, Mick, directement. Moi, je crois au patriotisme, mais je pense qu'un patriote intelligent, c'est quelqu'un qui veut ce qu'il y a de mieux pour sa nation puis pour son peuple. Puis parfois, ce qu'il y a de mieux, c'est pas forcément l'indépendance. Nous, au Québec, ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est l'indépendance. Parce qu'on est un territoire énorme avec plein de ressources. On est 8 millions de personnes diplômées, qualifiées. Je veux dire, on serait capable de la runner, la business, là. Puis on est un territoire quand même assez défini, ce qui est pas l'avantage de tous les peuples du monde. De certains peuples qui sont éparpillés, Oui, il y a une culture, une histoire. De toute façon, la Fédération canadienne a toujours peur qu'on parte, donc elle est toujours là pour nous punir ou avoir une relation mesquine avec l'État québécois. Là. Que ce soit financer un certain parti, parce que des médias, est-ce que c'est vraiment dans l'avantage des Inuits ou des Cris ou des Hurons pour parce que bon, toi tu nous parlais des questions des Premières Nations tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment dans leur avantage de se séparer du Québec? Très honnêtement, je sais pas si je tombe dans le chauvinisme, mais très honnêtement, je pense pas que c'est dans leur intérêt de le faire. Parce que juste la question, par exemple, il y avait eu les Atikamekw, il y a 2 ou 3 ans, qui avaient eu une déclaration de souveraineté sur leur terre. Mais oui, mais le territoire Atikamekw incorpore par exemple la ville de Latuc, puis juste la population de la ville de Latuc, ils sont plus nombreux que les Atikamekw eux-mêmes. Donc c'est quoi, vous voulez faire... Mettons qu'il y aurait un pays, un Atikamekw Land, qui serait séparé du Québec, c'est quoi, vous seriez minoritaire dans votre propre pays, les gars? Soyez sérieux, là. Fait que ça va être le Québec bientôt. c'est le Québec indépendant tel que le voudrait Québec solidaire. Ouais. C'est-à-dire plus d'hommes blancs. Ça veut dire un aéroport Pierre-Éliott Trudeau, mais à la grandeur du pays. Mais bref, moi je vois aucune contradiction entre le fait que des nations autochtones souhaitent avoir l'indépendance. Même, ça serait un beau projet, ça serait une belle civilisation de se dire que le Québec indépendant serait la voie de développement à ces nations-là pour qu'elles se développent, qu'elles sortent justement de ce rapport dégueulasse, mesquin que le système qu'on appelle les réserves, et qu'elles puissent se développer, ces nations, ces réserves-là, pour à la fin devenir autonomes. Il n'y a rien de mieux que de voir les gens, les voisins qui nous entourent pouvoir être libres.
puis pouvoir assumer leur destinée. Un Québec par indépendant, eux-mêmes. oui, un Québec indépendant Un Qué- pourrait être plurinational. Un dans Québec quelque sorte. aussi, il faut quand même le dire, québécois, c'est pas ethnique comme définition de citoyenneté, c'est une citoyenneté civique. Ça existe pas un Québécois de race. Un Québécois de souche, c'est faux. Et ça existe des Canadiens français, ça c'est une ethnie, en tout cas, Qui est majoritaire, qui est majoritaire. pour le moment. Mais c'est comme les Américains. Il y a des Yankees, il y a des Dixie, il y a des Afro-Américains, blablabla. Il y a plein de cultures aux États-Unis. Non, on est quand même encore dans le cycle de la modernité. Donc, oui, nous appartenons de manière citoyenne civique à la nation, à l'État-nation, néanmoins. Mais c'est un autre débat de se dire, est-ce qu'on est plus Canadien français ou Québécois, Ben, ou ce genre de mais choses-là. c'est ça, la question, c'est de Mais- savoir si on peut revenir à la Catalogne. Pour c'est de certains, c'est savoir- des synonymes. Si on peut revenir à la Catalogne, c'est de savoir est-ce que les Catalans peuvent avoir leur autonomie culturelle, politique, économique, qui est, si vous voulez, équitable par rapport à l'Espagne, qui est dans une majorité, Mais c'est ça. qui est une majorité qui parle le castillan par rapport aux Catalans, à la mais- langue catalane. tu sais. Reste, le castillan, c'est pas si gros que ça. Il y a beaucoup plus de régionalistes qu'on croit Ok. en Ibérie. Il y a par exemple le Pays de Léon, il y a les Galliçois, il y a les Andalous, il y a les Aragoniens, il y a les Basques, il y a les Catalans. Bon, ben ça fait quand même déjà 6 là, que je nomme. Ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Vanas, c'est que le plurinationalisme, ça fonctionne? Ben, je sais pas, peut-être dans le cas de l'Espagne, je peux pas me prononcer. Parce que j'ai pas l'impression non plus que dans l'Espagne, les nations sont reconnues comme telles. On est sous une monarchie, quand même. C'est la monarchie espagnole. C'est ça qui sert de lien pour unir ces peuples-là. Bon, on a un exemple de plurinationalisme officiel dans le monde, c'est la Bolivie. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression qu'il y a des tensions, mais ça fonctionne bien. Sinon, moi, j'aime bien la Suisse pour ce qui est de plurinational. Je crois que c'est une belle confédération. Puis, c'est un bon système politique, beaucoup plus démocratique. Je crois que c'est le pays de l'avenir, beaucoup plus que les pays scandinaves, qui me semblent un peu avoir un problème de trouble optionnel compulsif. Pour dire ça simplement. Donc, messieurs, nos 30 minutes Oui, on commence à taper le 30 minutes. s'approchent. Donc, je vous inviterai à conclure. Donc, Je Félix, sais pas si on doit conclure forcément. C'est Non, mais en fait, je Si vous vite propose que ça, quelque chose. Je propose quelque chose. Vos prévisions pour la Catalogne, d'une certaine manière, et qu'est-ce qu'on doit en retirer pour le Québec? Ah ben c'est bon, c'est ma conclusion. Bon, ben, vas-y, Sam, vas-y, vas-y. Sam. Ben je dirais, j'inviterais les politiciens à avoir une analyse beaucoup plus profonde puis à retirer de l'expérience catalane un discours qui soit beaucoup plus radical. Je crois qu'on a vu toute la violence de l'État, d'un État moderne, proche aussi de chez nous. Peut-être que c'était pas dans le style anglo-saxon canadien, c'était un peu plus honnête puis un peu plus violent, direct. Ben, je dirais pas violent parce que les deux étaient violents, mais beaucoup plus brutal, beaucoup plus frontal. Et ensuite de ça, pour la Catalogne, mais je suis désolé, mes amis catalans, je crois qu'un prophète non armé n'arrive à rien dans ce bas monde. Je suis désolé. On fait des blagues sur Kant, là, mais on dit Kant, il est tellement moral, mais c'est parce qu'il n'y a pas de main, il touche à rien. La main invisible de Kant, ben. Exactement. Oui, il y a la main invisible d'Adam Smith. Là, c'est la main invisible de Kant. Bon, mais ça conclut bien. Un peu de philosophie. Ben moi, j'ai envie de reprendre ce que disait Sam en fait parce que je trouve ça très intéressant puis je voudrais peut-être pousser la réflexion un cran plus loin. Bon, il a parlé de la différence entre l'Espagne et le Canada. Finalement, c'est presque une différence civilisationnelle à quelque part. Je veux dire, l'Espagne est allée de façon très très honnête, oui, mais brutale pour stopper le processus indépendantiste, tandis que par rapport à ce que nous, on a connu avec le référendum de 95, ça a été beaucoup plus hypocrite. On a voulu garder l'illusion de la démocratie, alors qu'en réalité, j'ai pas à vous dire la phrase de la phrase de Parizeau, ça a été l'argent et les votes ethniques qui ont fait triompher le camp du non. Tout simplement. Puis
c'est assez drôle de voir que finalement, il y a des constantes dans l'histoire comme ça qui se répètent, parce que finalement, on peut presque faire un parallèle entre comment l'Empire espagnol a retraité les nations d'Amérique latine, les Incas, les Mayas, tout ça, versus comment le Canada anglais a traité ses propres Premières Nations. Il y a aussi des constantes là-dedans. La façon espagnole, ça a été très brutal, ça a été on vous rentre dedans, on vous réduit en esclavage, ça a été très, 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 très violent. Tandis que la façon canadienne-anglaise, ben, ça a été de racheter en douce les terres, donner des titres de propriété. Bon, les Autochtones comprennent pas trop parce que c'est pas dans leurs mœurs qu'il y ait des propriétaires pour la terre. Finalement, on trouve le moyen de les escroquer en douce comme ça, puis finalement de les parquer dans des réserves. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la même violence qui s'exerce, mais il y en a une qui est beaucoup plus hypocrite et il y en a une qui est beaucoup plus brutale. Donc finalement, via la question indépendantiste catalane versus la question indépendantiste québécoise, on voit bien que c'est ça, c'est vraiment la différence qui existe entre d'un côté la brutalité espagnole et de l'autre côté l'hypocrisie anglo-saxonne. Et puis effectivement, il y a des parallèles comme ça qu'il faut être capable de comprendre. Puis je dis ça pour les politiciens indépendantistes qui s'imaginent que le jour où on aura le 50% plus 1 dans un référendum, ça voudra dire que nous aurons gagné et que l'ennemi va nous laisser prendre notre envol et ne fera rien en son pouvoir pour nous retenir, tu sais. Je veux dire, regardez pas du côté de la Catalogne, sérieusement, regardez plutôt du côté de Donetsk ou de Lugansk. Là-bas, ils ont des guns, hein. Puis comme disait Michel Audiard, quand t'as un gun, les gens t'écoutent plus. Donc, pour résumer, en fait, vos deux conclusions, être honnête, en fait franc, frontal, c'est ce qui est le plus, je vous dirais, le plus apparent, mais aussi être stratégique. Donc, avoir une intelligence politique pour pouvoir agir et mener à bien le projet, parce que l'important, c'est notre fin. Ben oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le peuple les appuie, le peuple catalan appuie ses élites. Le problème, c'est que les élites ont pas l'air de vouloir aller jusqu'au bout. Ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle un certain parti. Mais si je peux juste préciser un petit peu ce que je disais tantôt quand je disais ouais, eux, c'est bien l'affaire, ils ont des guns, je dis pas qu'il faut commencer à tirer sur tout le monde là pour faire l'indépendance, c'est pas ça mon point. Je dis juste que il faut être capable d'avoir une force, une milice, une armée. C'est comme le nucléaire, c'est une force de dissuasion. Oui, tout à fait, oui. Le but, c'est pas d'être belliqueux. Le but, c'est d'être en mesure d'assurer notre protection. Je voulais juste amener ça. Mais c'est un autre débat. Je crois pas que la force doit être nécessairement militaire, mais elle doit être certainement organisée. Effectivement. Donc, messieurs, chers auditeurs, merci d'avoir participé à cette première discussion seulement audible et non vidéo avec nous. Je vous invite à suivre. Vous ennuyez de nous voir, hein? Vous ennuyez de nous voir la face. On est tellement beau. On préfère la voix de Jean Dujardin à Samuel Vanasse. Mais on préfère toutes les voix à la mienne en passant. J'ai une voix Bonsoir, mesdames. On idéalise le visage de Félix, bien sûr. Donc, je vous invite à aimer notre page Facebook, à suivre et partager nos vidéos sur notre page YouTube. Et on se dit à la prochaine fois. Et on se dit vive l'indépendance, vive le Québec.